Un tournant historique est à l'œuvre. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Our world is at the crossroads. Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. The eyes of all future generations are upon you. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. L'homme est en train de changer. La première. On vit peut-être un tournant là. Déclic. Le tournant. Est-ce qu'on est déjà demain ? Arnaud Roysson. Pourquoi le Premier ministre belge Alexander De Croo estime-t-il qu'il faut marquer une pause dans les mesures de protection de la nature ? Et ce, alors que tous les rapports scientifiques sérieux rappellent l'urgence d'agir aujourd'hui et que notre pays s'est engagé justement à agir dans le cadre de grands accords internationaux. Derrière la question de principe, derrière la polémique, il y a aussi une question de stratégie économique et de politique industrielle en Europe. C'est précisément ce que nous allons creuser dans ce nouvel épisode du Tournant. Wat je nu moet vermijden is dat je de kar gaat overladen. Om naast die doelstellingen rond CO2-uitstoot, daarbovenop nog eens te gaan zeggen, ik zeg maar nieuwe stikstofnormen. Nous sommes le 23 mai 2023, devant le 16 rue de la Loi. Et le Premier ministre répond aux questions de nos collègues de la VRT pour l'émission Torzac. Avec une déclaration en particulier qui va susciter une vive polémique et qui consiste à appuyer sur un bouton pause. Ja. En dus ik vraag om op de pauzeknop te drukken, maar niet voor CO2. Voor CO2 moeten we die volledige ambitie behouden. Maar voor de andere zaken die er nu aan toegevoegd worden, zou ik toch wel vragen om eens goed te kijken. Faire une pause sur les réglementations européennes en matière de protection de la nature pour se concentrer sur le climat. Le lendemain, le Premier ministre confirmera ses propos dans plusieurs médias flamands et francophones, dont LN24. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas surcharger la barque. Si à côté du réchauffement climatique, en même temps, on met des règles de biodiversité, et en même temps, on met des règles, par exemple, des nouvelles règles par rapport à l'azote, c'est pas possible. Avec, en arrière-fond, on le sent bien, l'idée chez le Premier ministre que ces réglementations qui s'empilent au niveau européen risquent d'être un problème pour l'économie belge. Pour moi, le climat, c'est priorité numéro 1. Mais je veux quand même garder une économie en Belgique, je veux quand même garder une industrie, je veux quand même être sûr que nos PME soient capables de continuer à créer des emplois qu'on aura besoin pour réaliser l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, l'idée qu'il serait possible comme ça de choisir entre la préservation du climat et la préservation de la biodiversité. De nombreux spécialistes, depuis lors, ont rappelé au Premier ministre qu'on avait là deux faces d'une même crise et que la biodiversité est tout autant menacée que notre climat, voire davantage, ce qui va d'ailleurs poser de nombreux problèmes, y compris économiques. Mais je voudrais dans cet épisode me pencher sur le reste de la phrase d'Alexander De Croo et son inquiétude que la voie européenne choisie pour la défense de l'environnement vienne tuer, ou en tout cas sérieusement handicaper, l'économie et l'industrie belge. Est-ce une crainte exagérée ou un vrai problème en vue ? C'est la première question à laquelle on va tenter de trouver réponse. Monsieur Delvaux, bonjour. Désolé du retard. Je me suis emberlificoté dans les parkings. Oui, c'est un peu compliqué, il y a des variables. Première étape, les bureaux d'une grande multinationale belge, la société Etex, où m'attend le PDG Bernard Delvaux, ancien patron de la Sonaca, aujourd'hui à la tête de cette société qui emploie 14 000 personnes dans le monde. Etex est une entreprise qui est assez mal connue, mais qui est quand même assez grande. C'est une des plus grandes entreprises de Belgique avec un actionnariat familial belge. Beaucoup de gens connaissent la marque Eternit.
qui était une des marques historiques d'Etex. Aujourd'hui, nous faisons 4 milliards de chiffres d'affaires dans le monde. Nous sommes présents dans 45 pays où nous avons 140 usines. Donc 140 usines dans 45 pays. Et nous fabriquons des produits de construction qui servent partout dans le monde, dans la construction des maisons ou grands bâtiments. Et ces produits de construction vont du plâtre, plaques de plâtre, l'isolation, les couvertures de façade et de toiture, les produits anti-feu et la fabrication de maisons préfabriquées. Voilà donc une entreprise qui est aux premières loges des questions qui nous occupent. Elle est active sur les différents continents et peut donc constater que le rythme de transformation économique pour les questions environnementales n'est pas le même partout. Et elle est active dans un secteur très concerné par la transition énergétique. Fabriquer des matériaux de construction, ça demande beaucoup d'énergie et c'est un secteur qui a aussi de belles opportunités liées à la transition. Il suffit de penser à l'enjeu de la rénovation et de l'isolation des bâtiments. Du coup, je demande à Bernard Delvaux comment il voit la ligne suivie aujourd'hui par l'Europe et son fameux Green Deal qui vise à la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est une question qui mérite une réponse nuancée. D'abord, sur la nécessité d'une évolution environnementale, je pense que personne n'a de doute. Et quand on en discute avec les chefs d'entreprise dans plein d'industries différentes, je pense qu'ils réalisent ça totalement. Et je crois qu'on sous-estime les efforts qui sont faits par les entreprises aujourd'hui pour s'adapter. Parce que certaines entreprises craignent à un moment donné de ne plus être compétitives si elles ne font pas les efforts nécessaires, parce qu'elles ont compris que leurs clients exigent maintenant des produits qui sont carbon neutral ou qui sont produits dans des conditions impeccables et qui n'achèteront plus des produits qui ne le sont pas. Donc ça, c'est une évolution que nous vivons dans les entreprises. C'est une évolution qui, dans certains cas, transforme complètement les entreprises. Ça nécessite des investissements colossaux pour les entreprises en question, mais je pense que beaucoup d'entreprises ont compris ça et sont largement engagées dans cette transformation, indépendamment d'ailleurs de considérations réglementaires. C'est parce que les marchés évoluent, la jeune génération n'achète plus la même chose que l'ancienne génération, simplement ça. Donc, pour Bernard Delvaux, la question n'est pas de savoir s'il faut aller vers la neutralité carbone, s'il faut aller vers une vraie économie circulaire. Il me dit qu'il en est convaincu et que beaucoup de ses homologues chefs d'entreprise le sont également. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on le fait dans une transition qui, de toute façon, qu'on l'aime ou pas, va prendre du temps, et comment est-ce qu'on gère cette transition de telle sorte qu'entre-temps, on ne va pas avoir une migration de l'industrie en dehors de l'Europe. Parce que si on le fait mal, ou si on le fait à un rythme qui n'est pas le bon, ou si on ne le fait pas avec les bons outils, on va avoir une migration assez rapide de la production hors Europe. Et là, le patron d'Etex tient à préciser pourquoi, aujourd'hui, un pays comme la Belgique, et plus largement l'Europe, a beaucoup de mal à attirer les investisseurs sur son sol. Parce que l'Europe est dans une dynamique différente de certains de ses concurrents systémiques. Il y a plusieurs dynamiques qui sont aujourd'hui différentes entre l'Europe et le reste du monde. La première dynamique, c'est la dynamique du prix de l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie est plus chère en Europe, et elle est significativement plus chère en Europe, et à mon avis, elle est durablement plus chère en Europe qu'aux États-Unis ou qu'en Asie. C'est en particulier la conséquence de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Cette dépendance du gaz russe fait que l'énergie va rester durablement plus chère en Europe. C'est en soi déjà un désavantage compétitif pour ceux qui produisent en Europe. Certains produits peuvent être produits n'importe où et transportés, d'autres produits ne peuvent pas être transportés facilement, donc la dynamique va être différente d'un marché à l'autre, mais n'empêche, ça va coûter plus cher de produire en Europe qu'ailleurs, et quand vous avez le choix, vous produirez plutôt aux États-Unis ou plutôt en Asie. Et cette dynamique est renforcée depuis la guerre en Ukraine, c'est très clair. Et quand vous regardez donc cette dynamique qui est défavorable pour l'Europe, elle est en plus actuellement renforcée par une volonté américaine d'attirer les investissements sur le sol américain avec ce qu'on appelle l'IRA, qui est en fait un subside colossal aux investissements verts aux États-Unis et qui, avec ces subsides très très importants, convainc toute une série d'investisseurs européens, pas seulement, mais européens aussi, d'investir aux États-Unis plutôt que d'investir en Europe. Donc double dynamique vraiment défavorable pour l'Europe, pour laquelle certains pays isolément réagissent. La France a réagi, l'Allemagne a réagi, l'Italie réagit, la Belgique, avec ses capacités budgétaires aujourd'hui, a beaucoup de mal à réagir. Et donc risque de perdre très vite de la production industrielle qui est sur son sol et va passer dans un autre pays. Voilà,
pour le tableau, vu depuis le bureau du PDG d'une grande entreprise industrielle qui a des usines un peu partout dans le monde et peut donc comparer les situations. Et on se doute que ce son de cloche-là, il est rapporté par de nombreux patrons comme Bernard Delvaux aux oreilles d'Alexander De Croo. Avec, ces derniers mois en particulier, une inquiétude liée à la politique spectaculaire des États-Unis pour encourager l'investissement sur leur sol. Une loi promulguée par le président Biden à la fin de l'été dernier. It's called the Inflation Reduction Act of 2022. It will be the most important investment, not hyperbole, the most important investment we've ever made in our energy security and developing cost savings and job-creating clean energy solutions for the future. It's a big deal. Une fameuse affaire, en effet, que cet Inflation Reduction Act, l'IRA dont parlait Bernard Delvaux. La loi sur la réduction de l'inflation qui vise à réduire l'inflation, comme son nom l'indique, notamment en investissant massivement dans un grand plan de transition énergétique avec de solides moyens sur la table, 370 milliards de dollars d'argent public débloqués pour accélérer la transition et motiver aussi l'investissement privé. Des subsides massifs décrétés aux États-Unis et pas vraiment d'équivalent pour l'Union européenne ou alors isolément dans certains États de l'Union. Et ce, alors que par contre, au niveau européen, les normes qui imposent des critères environnementaux sont de plus en plus exigeantes. C'est cela qui pose problème à un patron tel que Bernard Delvaux. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en mettant des contraintes en place, je crois qu'on a des bons objectifs sur le fond qui sont d'améliorer les conditions dans lesquelles on produit et les produits qu'on met sur le marché. Mais au même moment, on peut avoir une dynamique sociale parce qu'au bout du compte, la production industrielle, c'est la base de la création de valeur au niveau local et social. Ça, c'est, je pense, un gros risque et on doit maîtriser ça. Et je pense que c'est aussi le sens d'un certain nombre de remarques ou de déclarations qui ont été faites par certains hommes politiques en France, en Belgique récemment. Je pense que l'idée n'est pas de faire une pause dans les développements des technologies vertes ou dans le verdissement ou la réduction du CO2 dans l'industrie. Il ne s'agit pas de faire une pause. Je peux vous dire qu'on va à toute vitesse dans cette direction-là. Ça nous coûte cher et c'est beaucoup d'efforts, mais on le fait. Ce qu'il faut, c'est se poser la question de savoir si on ne doit pas faire une pause dans la régulation. Parce qu'à un moment donné, on a, à force de rajouter des couches dans la régulation, on décourage plutôt que d'inciter à aller dans la bonne direction. Voilà pourquoi, pour le patron d'Etex, l'Europe devrait d'urgence s'inspirer de ce que font les États-Unis. Je crois que ce que les Américains sont en train de faire en attirant et en subsidiant des investissements technologiques de pointe avec des très grands acteurs internationaux et en favorisant un développement positif des technologies, je crois qu'ils seront bien mieux préparés que l'Europe au futur dans le domaine écologique. Je pense que, dans une certaine mesure, l'Europe n'a pas tort de mettre un certain nombre de contraintes et de régulations. La question, c'est le niveau de ces régulations et surtout le rythme auquel on en ajoute des nouvelles, alors qu'on n'a même pas encore été capable de s'aligner sur les premières régulations, qui sont en soi pas nécessairement une mauvaise chose. Donc, moi, je crois plus dans l'absolu, dans des incitants positifs que dans des incitants négatifs et des contraintes, surtout par rapport à une situation actuelle où, en Europe, il y a déjà beaucoup de contraintes et beaucoup de régulations. J'ai envie maintenant d'aller confronter cette lecture patronale au regard critique de deux spécialistes de l'économie et de la mondialisation. Premier arrêt, chez André Sapir, dans les bâtiments de la Solvay Brussels School à Bruxelles. Je suis André Sapir, professeur à l'ULB, professeur d'économie, et je suis également chercheur associé au think tank européen Bruegel. Je commence par lui demander s'il confirme le premier diagnostic de Bernard Delvaux sur le fait que les entreprises ont bien compris aujourd'hui que la transition environnementale et climatique était devenue indispensable. Au niveau du monde des entreprises, les réactions sont extrêmement diverses. Par secteur et par taille d'entreprise. Il me semble qu'en général, le monde de l'entreprise a compris qu'on est dans une phase de transformation importante, que le climat, que l'énergie
change de manière fondamentale. Et que, bien entendu, la transition, c'est toujours le moment difficile. Mais on y va. On ne va pas faire marche arrière. Alors certains voudraient qu'on accélère en fait le mouvement, c'est-à-dire que la transition soit la plus courte possible. Est-ce que c'est possible d'avoir une transition courte par rapport à des choses qui sont très incertaines, y compris en termes technologiques ? Difficile à dire. À nouveau, ça varie de secteur à secteur. Mais il me semble que le monde de l'entreprise réalise que ce changement, il est inéluctable. Il veut des règles aussi claires que possible. Première remarque donc de l'économiste, oui, globalement, les entreprises ont compris. Mais avec des différences selon les secteurs. Certains qui ont déjà fait le choix de basculer vers une économie décarbonée et plus respectueuse de l'environnement voudraient qu'on accélère le mouvement pour avoir la transition la plus courte possible. D'autres secteurs, encore très dépendants du fossile, voudraient eux parfois tirer sur le frein à main. Mais de manière générale, nous dit André Sapir, plus personne de sérieux aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ne pense qu'il faut arrêter le mouvement et encore moins faire marche arrière. Et sur la question des subsides, alors, est-ce qu'effectivement aujourd'hui l'Europe est en train de se faire damer le pion par les États-Unis qui ont largement ouvert leur portefeuille ? Là-dessus, André Sapir veut tordre le cou à une idée reçue. Ça n'est pas correct de dire, comme on l'entend parfois, que du côté européen, on a choisi d'avancer à travers des réglementations, et des réglementations nombreuses, alors qu'aux États-Unis ou en Chine, l'approche, elle est en termes de subsides. Des deux côtés, bien sûr, il y a des subsides chez nous, il y a des subsides aux États-Unis, peut-être relativement plus importants, pense-t-on, mais en fait, quand j'ai fait avec certains de mes collègues dans ce centre d'études de Bruegel des calculs, nous voyons que oui, les subsides que met en avant le gouvernement américain, l'administration Biden, ils sont importants. Mais si on regarde les subsides que non seulement l'Europe, mais les États membres ont mis sur la table depuis quelques années, ils sont importants aussi. Donc chez nous, on a une approche qui est fort réglementaire, mais aussi en termes de subsides. Aux États-Unis, oui, dans la phase actuelle où nous sommes avec le plan Biden, on a mis l'accent beaucoup plus sur le côté incitatif que sur le côté réglementaire. Mais c'est une phase. Donc, il y a différentes phases à différents moments. Et donc, c'est un peu difficile de faire une comparaison à un moment T en disant les choses sont différentes. Il faut regarder le film, il ne faut pas regarder seulement la photo. Bon, voilà qui remet un peu en perspective le discours du patron Bernard Delvaux. Certes, il y a des entreprises qui trouvent qu'on empile trop de réglementations et qu'il faudrait appuyer sur pause, mais d'autres qui ont déjà depuis un moment fait le choix de la transition énergétique sont plutôt d'avis qu'on devrait accélérer le mouvement. Et puis, deuxièmement, si on regarde la combinaison de la politique de l'Union européenne et celle de ses États membres, il serait faux de considérer qu'en Europe, on mise tout sur les réglementations, là où aux États-Unis, on miserait tout sur les subsides. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un problème en Europe. Pour bien le comprendre, je suis allé voir un troisième interlocuteur. En l'occurrence, Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD, le Centre national de coopération au développement. Par ailleurs, enseignant dans plusieurs universités et hautes écoles sur les questions de mondialisation. Bonjour. Arnaud Roysen de l'RTBF, j'ai rendez-vous avec Arnaud Zacharie. Et Arnaud Zacharie commence par envoyer un message à Alexander De Croo. Bon, d'abord, le fait de faire une pause environnementale n'a pas de sens puisque les leçons des crises récentes et qui ont coûté très cher, c'est précisément qu'on ne peut pas faire reposer notre prospérité économique sur la surexploitation des écosystèmes, parce que finalement, quand on surexploite la nature, elle finit par nous envoyer la note, et elle est tout particulièrement salée. Donc faire une pause environnementale n'a aucun sens d'un point de vue prospérité. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, qu'Arnaud Zacharie donne tort aux entreprises qui s'inquiètent aujourd'hui de la façon dont on s'y prend en Europe pour construire cette transition. Ici, l'enjeu, c'est quoi ? C'est que depuis de nombreuses années,
la Chine, et notamment dans le cadre de son plan Made in China 2025, a toute une stratégie de subsides aux secteurs stratégiques, de protection des industries naissantes dans les secteurs stratégiques pour justement développer des capacités de production, à un tel point qu'aujourd'hui, la Chine est de loin le premier fournisseur de technologies vertes, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les éoliennes, que ce soit les véhicules électriques, que ce soit les batteries. La Chine domine de la tête et des épaules, y compris d'ailleurs pour le raffinage des métaux stratégiques comme le lithium, comme le cobalt, comme les terres rares. À cela, les États-Unis, qui ont longtemps combattu les subsides chinois à l'Organisation mondiale du commerce, mais qui ont perdu, ont décidé à leur tour de lancer des plans avec des subsides très importants, mais liés à des critères, notamment de relocalisation, pour faire en sorte que les subsides ne profitent pas des entreprises qui vont ensuite délocaliser ailleurs dans le monde et donc créer des emplois ailleurs dans le monde. Et donc l'Union européenne s'est retrouvée un peu mal prise par cette compétition entre la Chine et les États-Unis qui sont en train de se concurrencer en termes de subsides et de politique industrielle volontariste. Et c'est finalement tardivement que la Commission européenne a, il y a quelques semaines, proposé un plan industriel pour le Green Deal qui permet à son tour des aides d'État aux entreprises, aux secteurs stratégiques. Donc la question n'est pas les normes, parce qu'on voit bien qu'on est parti vers la transition énergétique, qu'on est parti vers la transition digitale. Ce qu'il faut, c'est avoir des politiques volontaristes. Et donc, jusqu'il y a peu, l'Union européenne avait une politique commerciale ouverte aux quatre vents, était un peu naïve, le dindon de la farce, puisque si on est dans une économie mondiale où l'Union européenne libéralise complètement ses importations et ses exportations, mais que la Chine et les États-Unis soutiennent et protègent leurs secteurs stratégiques, il ne faudra pas s'étonner que les secteurs stratégiques se sont développés en Chine et aux États-Unis et pas dans l'Union européenne. Le problème, pour Arnaud Zacharie, ne serait donc pas les normes elles-mêmes, mais l'absence de vraie politique industrielle européenne pour accompagner ces normes qui définissent la transition. C'est sans doute là l'enjeu, et on va se pencher sur ce que l'Europe pourrait faire pour améliorer la situation de ces entreprises. Mais avant cela, je propose de dézoomer un peu et de rebobiner l'histoire pour mesurer à quel point les lignes ont bougé sur ces 15 dernières années en particulier, et comment la mondialisation est tout doucement en train de changer de visage. Jusqu'au début des années 2000, nous vivions dans un monde où les échanges commerciaux ne cessaient de croître. Depuis la chute du mur de Berlin, c'était l'explosion du commerce mondial, avec l'idée d'une prospérité qui allait progressivement profiter à tout le monde, tout en apportant la paix. La part des échanges transfrontaliers devenait de plus en plus importante dans l'économie. Début 2008, les échanges commerciaux internationaux constituaient 60% du PIB mondial. Mais voilà, en septembre 2008, arrive ceci. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Victime de la crise des subprimes, les bourses plongent, Paris perd près de 4%. La chute de Lehman Brothers, premier domino de la chute en cascade des banques, du plongeon des marchés financiers. On constate alors toute la fragilité de cette économie mondialisée dopée par du crédit. Mais la machine libre-échangiste repart assez vite avant de connaître en 2018 un nouveau choc avec l'élection de Donald Trump. From this day forward, a new vision will govern our land. It's going to be only America first. America first. Donald Trump va mettre un coup d'arrêt à une politique menée depuis le début des années 2000 et qui avait progressivement transformé la Chine en usine du monde, comme le raconte
Arnaud Zacharie. Les entreprises américaines et européennes délocalisaient en Chine pour réduire leurs coûts de production. En contrepartie, la Chine exportait, il y avait donc des excédents commerciaux records et elle investissait ces excédents dans les bons du trésor américains pour financer la consommation à crédit des États-Unis. Ça a volé en éclats avec l'élection de Donald Trump, anti-mondialiste, qui a lancé une guerre commerciale contre la Chine et une guerre technologique. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs Donald Trump a été élu grâce à ça, ce qu'on appelait le choc chinois, c'est-à-dire que les exportations chinoises de produits industriels dans certaines régions anciennement industrielles des États-Unis a entraîné des pertes d'emplois importantes qui ont finalement appauvri les classes moyennes qui se sont tournées vers ce discours national populiste. Et ça a débouché sur un choc géopolitique. C'est le retour du protectionnisme dans un contexte de guerre commerciale et par-dessus le marché s'impose à l'ensemble du globe fin 2019 la crise Covid. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. Nous sommes en guerre sanitaire certes, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Une crise durant laquelle on va constater les limites d'un modèle qui éclate les chaînes de production aux quatre coins du globe. On manque de masques, on manque de pièces pour fabriquer des respirateurs pour les hôpitaux. Mais plus largement, la mise à l'arrêt à un moment donné d'une partie de la Chine, dont on s'est rendu tellement dépendant, a des répercussions sur toute l'économie mondiale. Et puis, à peine cette crise terminée, c'est une autre qui a commencé, frappant particulièrement l'Europe. Cette fois, ça y est, la guerre a commencé. On le redoutait depuis des jours. Le président russe Vladimir Poutine déclare une opération militaire en Ukraine. Et voici ce qu'entendent en ce moment celles et ceux qui se trouvent à Kiev, la capitale du pays. Une guerre avec la Russie qui vient achever les illusions d'un libre-échangisme qui serait comme naturellement faiseur de paix. On peut faire du commerce avec des pays et malgré tout se retrouver dans une situation qui est une situation de guerre. Donc c'est vrai que le commerce avec la Russie, on aurait pu imaginer que cette dépendance réciproque, elle assurait que nous allions vivre en paix. Et cette logique n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai que ça c'est inéluctable. On ne peut pas ne pas tirer de leçons de cela. Et puis, en trame derrière tout cela, l'enjeu de lutter contre le réchauffement climatique dont les conséquences se font de plus en plus visibles, l'enjeu de sortir des énergies fossiles. Tout cela, toute cette succession de crises, de chocs, de prises de conscience, fait qu'aux quatre coins du monde, les États, mais aussi les entreprises, se disent qu'il faut changer de logiciel. À la fois au niveau des entreprises, on parle de just in case, donc au cas où plutôt que just in time. C'est fini d'avoir des zéro stock, c'est fini d'avoir un seul fournisseur et c'est fini d'avoir des chaînes de production tellement opaques qu'on ne sait même plus quel est le sous-traitant, quel est le fournisseur. Donc on va vers des chaînes de valeur qui doivent être plus résilientes et donc qui doivent être plus diversifiées, plus localisées. Ça c'est au niveau des entreprises et au niveau des gouvernements. On parle de plus en plus d'autonomie stratégique. Comment s'assurer qu'on a des chaînes d'approvisionnement sûres pour tous les secteurs stratégiques dont on a besoin pour la transformation digitale, pour la transition énergétique et écologique au sens large. Revenons alors à notre Union européenne au milieu de tout ça. On a bien compris que pour André Sapir ou Arnaud Zacharie, ce ne sont pas les normes environnementales qui posent problème en tant que telles pour l'économie européenne, mais plutôt l'absence en parallèle d'une vraie politique industrielle. Certes, André Sapir nous expliquait qu'il y a des politiques de subsides pour motiver le développement de certains secteurs stratégiques aussi en Europe. Le problème, dit Arnaud Zacharie, c'est que tout cela se fait un peu en ordre dispersé et que ce sont surtout les États membres qui en ont les moyens qui investissent.
Là, l'Union européenne a un désavantage par rapport à la Chine et aux États-Unis. C'est qu'on est 27 États membres. Et que quand on parle d'aide d'État, il faut avoir les moyens de verser ces aides d'État. Or, qu'est-ce qu'on constate? Parce que la tolérance pour les aides d'État, elle ne date pas d'hier, puisqu'elle s'est développée déjà dans le cadre de la pandémie puis de la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que la moitié des aides d'État qui, dans ce contexte, ont été versées, c'est le fait de la seule Allemagne. Et si on ajoute la France, qui est responsable de 30% de ces aides. Donc avec 2 États membres, on a 80% des aides d'État qui ont été versées aux entreprises au cours des dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas un fonds de financement européen, eh bien on va créer des inégalités à l'intérieur du marché unique européen, et y compris des délocalisations entre États membres. Et on peut imaginer que ça pourrait créer de graves problèmes pour la cohésion interne de l'Union européenne. Donc le défi de l'Union européenne, c'est non seulement d'avoir une politique volontariste d'un État stratège de soutien financier, de développement des technologies, etc., mais c'est aussi d'avoir une cohésion européenne et donc d'avoir des moyens de financement européens, parce que si on se limite à reporter la charge sur les États membres, alors c'est les États membres les plus riches qui vont en tirer profit au détriment des autres États membres. André Sapir confirme sur ce plan-là, il y a une grande différence entre l'Europe et les autres géants mondiaux. Si vous me demandez si l'Union européenne est une entité politique de la même nature que les États-Unis ou la Chine, la réponse est non. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Europe. Et certains pourraient argumenter qu'effectivement, les défis qui ne sont pas uniquement des défis économiques, mais qui sont des défis stratégiques. Stratégiques, ça veut dire plus qu'économiques, qui ont des éléments politiques et qui ont des éléments d'autonomie. Parce que quand on parle d'autonomie, c'est pas de l'économie, l'autonomie. De manière ultime, c'est de la politique. Est-ce que je suis autonome dans les décisions que je prends, ou est-ce que je suis dépendant en tant qu'entité politique? Est-ce que nous sommes autonomes? Non, nous ne sommes pas autonomes. Et du coup, là où l'Europe pouvait très bien jouer sa carte dans une économie mondiale qui poussait le principe du libre-échangisme très loin, elle est beaucoup moins bien armée lorsque l'on en revient à une logique plus protectionniste, une logique de confrontation économique entre les États. À partir du moment où effectivement le balancier est revenu vers la politique industrielle, y compris aux États-Unis, ça nous pose la question de faire de la politique industrielle, effectivement. Ces discussions, elles existent, la Commission fait des propositions, mais la politique industrielle qu'on fait en Europe, en fin de compte, c'est une politique industrielle qui sera faite au niveau des États. Parce qu'une politique industrielle, c'est un État qui fait de la politique industrielle. L'Union européenne, elle n'est pas un État. Donc, elle peut faire des éléments de cadre. Elle peut faire le marché unique, on a dit. Le marché unique, c'est notre politique industrielle. C'est un cadre réglementaire. Ça, nous pouvons faire. On a un peu d'argent. On a un budget européen qui est petit. On peut faire certaines choses. Mais nos instruments, ils sont limités. On n'a pas le budget fédéral américain. Le budget européen, il est 1% du PIB européen. Le budget fédéral américain, il est 30 à 40%. Voilà. Voilà la réponse. Donc, est-ce qu'on peut faire ce que les Américains font? La réponse est non. Est-ce qu'on peut faire des choses? Oui. Est-ce qu'on fait des choses? Déjà, oui. Mais on le fait beaucoup au niveau des États. Et donc, au niveau des États, là, on revient dans la question de concurrence entre les États. Est-ce qu'on est seulement en concurrence avec les pays en dehors de l'Union? Est-ce qu'on est aussi en concurrence entre les États? Et parmi ces États, évidemment, tous n'ont pas les mêmes leviers budgétaires, tous n'ont pas les mêmes armes pour mener une politique industrielle. Alors, essayons de résumer un peu tout cela en repartant du point de départ, la déclaration du Premier ministre Alexander De Croo. Rappelons ces mots. Il réclame une pause réglementaire, en tout cas sur les aspects de la législation environnementale qui ne concernent pas directement le climat. Il la réclame parce qu'il se dit que si on pousse trop le curseur de la réglementation, sans avoir en parallèle une grande politique de soutien économique, on va progressivement faire fuir les investisseurs qui vont tourner le dos à la Belgique et aller s'installer ailleurs. Et ailleurs, ça ne veut pas dire forcément en dehors de l'Union européenne, ça peut vouloir dire aussi potentiellement vers d'autres pays à l'intérieur de l'Union qui, eux, délient les cordons de la bourse pour attirer des entreprises innovantes.
Il me semble du coup qu'on peut dire que la sortie d'Alexander De Croo sur la pause est une mauvaise réponse, mais à un vrai problème. L'Europe réglemente, et ces règlements s'appliquent à tous les pays membres, mais tous les pays membres n'ont pas les mêmes moyens pour soutenir la transition à opérer en vertu de ces réglementations qui s'empilent. En cohérence, il faudrait, en parallèle d'une ambitieuse réglementation européenne, avoir aussi une ambitieuse politique économique européenne, et pour Arnaud Zacharie, c'est possible, à condition de s'en donner les moyens. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut sortir en fait de la logique exclusive des transferts budgétaires. La construction européenne a été construite sur cette logique de dire ok, il faut que les pays riches payent pour les pays pauvres. Et évidemment, ça entraîne un gros problème. Pourquoi ? Parce que les populations des pays riches disent on n'est pas là pour payer pour les pays pauvres. Et dans les pays pauvres, vu que les pays riches ne veulent pas payer, ils ont l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Et donc, il faut sortir de cette logique avec une mobilisation des ressources propres pour avoir des capacité de financer des politiques économiques, des politiques sociales, des politiques environnementales à l'échelle européenne avec des moyens européens sans devoir solliciter le bon vouloir des pays les plus riches qui sont en difficulté dans la polycrise mondiale dans laquelle on se trouve et évidemment qui rechignent de plus en plus à mettre la main au portefeuille. Et on a des partis eurosceptiques, national-populistes d'extrême droite qui évidemment exploitent ce contexte. L'idée alors, pour le secrétaire général du CNCD, serait de dire que pour donner des moyens plus ambitieux à l'Union pour une vraie politique de soutien économique, on ne demande pas aux États de mettre plus dans le pot commun, mais on permettrait à l'Union d'aller chercher elle-même toute une série de recettes fiscales propres. Il y a déjà toute une série de choses qui sont sur la table. Donc, il a été décidé d'appliquer une taxe européenne sur les déchets plastiques, par exemple, qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais qui permet déjà d'introduire cette idée d'avoir une taxe à l'échelle européenne et qui serait très facile à mettre en œuvre et qui permettrait de mobiliser des moyens beaucoup plus conséquents. C'est d'abord une taxe européenne sur les transactions financières, dont on parle beaucoup. Le Parlement européen, à plusieurs reprises, a mandaté la Commission et le Conseil pour faire une proposition. La Commission européenne elle-même avait fait une proposition en 2011. Il y avait un groupe d'une dizaine de pays, dont la Belgique, qui avait travaillé à la mise en œuvre de cette taxe, mais on l'attend toujours. Donc ça pourrait mobiliser facilement des dizaines de milliards d'euros. Ce qui est aussi sur la table, c'est d'avoir un impôt européen minimum sur les bénéfices des sociétés. Par exemple, de dire que il y a 5% qui vont être perçus directement au niveau européen, ce qui permettra d'avoir d'une part une espèce de taux minimum européen, mais aussi d'avoir des recettes propres. On parle aussi, il y a une initiative citoyenne européenne qui est sur le point d'être lancée, d'avoir un impôt européen sur les grands patrimoines, pour avoir à la fois une redistribution des richesses et des moyens pour pouvoir financer des politiques industrielles, puisqu'on sait que durant la pandémie, les inégalités ont explosé et que les patrimoines ont fortement augmenté, puisque les milliers de milliards d'euros ou de dollars qui ont été déversés par les banques centrales ont été partiellement investis sur les marchés boursiers immobiliers, donc ça a créé des bulles qui profitent à ceux qui détiennent des actions et des immeubles, c'est-à-dire les plus riches. Donc on a toute une série de taxes de ce type-là. Il y a aussi une taxe sur les sociétés numériques. On peut penser à une taxe sur le kérosène, sur les billets d'avion, etc. Donc ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Elles sont d'ailleurs toutes reprises dans des résolutions du Parlement européen qui les demandent avec une certaine échéance, parce que on a besoin d'alimenter non seulement les fonds pour pouvoir rembourser les emprunts qui ont été faits pour le projet Next Generation, mais on a maintenant le projet industriel européen pour le Green Deal qui va nécessiter des investissements publics importants et donc qui nécessite des ressources propres importantes à l'échelle européenne. Et même si l'on sait que les taxes ne sont pas forcément populaires auprès du citoyen, Arnaud Zacharie estime qu'en mobilisant ces ressources et en pouvant dans la foulée mener de vraies politiques européennes sur le plan économique et social, l'image de l'Union auprès des populations européennes pourrait changer. Si elle voit que l'Union européenne est capable de financer des politiques qui ont un véritable impact sur leur bien-être, sur leur prospérité, alors on va avoir une vision beaucoup plus positive de l'Union européenne que celle qui est développée par certains qui cherchent à systématiquement renvoyer vers l'Union européenne les décisions impopulaires ou les contraintes qui de toute façon devraient être appliquées au niveau national s'il n'y avait pas d'Union européenne.
Mais cela implique alors de passer encore à un nouveau stade dans la construction européenne, d'installer structurellement des logiques de solidarité que jusqu'ici on n'a pu qu'installer de manière exceptionnelle durant la crise Covid, de transférer certaines politiques aujourd'hui chasse gardée des États vers le niveau européen. En clair, que les États acceptent d'abandonner un peu de leur souveraineté nationale au profit d'une vraie souveraineté européenne. Pour André Sapir, on ne va pas pouvoir encore très longtemps éluder cette question. Je pense que c'est ça la question. Est-ce que beaucoup se la posent? Ça, c'est une autre affaire. Mais je pense que moi, quand je vois ces questions qui sont posées sur nos stratégies économiques, parce que je suis un économiste, donc moi, je vois les choses à ce niveau-là, je vois que la question ultime qui n'est pas posée, c'est celle du défi institutionnel. Est-ce que le traité actuel de l'Union européenne est à même de répondre à ces défis? Est-ce qu'on passe dans une union qui est pas, lors d'un accident du style Covid, disons un élément exceptionnel où on a une solidarité, est-ce qu'on passe quelque part à une union fédérale? Utilisons le terme. Ce débat-là, de manière assez surprenante, n'est pas mis en avant aujourd'hui. Il n'y a pas d'acteurs politiques. Je ne parle pas de la Belgique, je parle au niveau européen. Je n'entends pas des voix qui... alors on parle de plus d'Europe, mais c'est quoi plus d'Europe? On arrive un peu au bout de ce que l'Union européenne est en mesure de faire par rapport à son système politique et par rapport à ses défis. Un débat rendu très compliqué par le fait que jusqu'ici l'Europe a peiné à démontrer aux citoyens qu'elle pouvait les protéger mieux, entraînant au contraire de la méfiance et même un sentiment anti-européen grandissant aux quatre coins de l'Union. Alors est-il possible d'inverser la tendance par des transferts de souveraineté, par une meilleure intégration politique, démontrer aux citoyens qu'une vraie prospérité européenne est possible, une prospérité qui respecterait les contraintes environnementales, qui pérenniserait les protections sociales et les améliorerait, et mettrait l'Union à la pointe de la transition économique et énergétique. C'est un vrai débat, un débat essentiel et pourtant quasiment absent, à moins d'un an d'élections qui seront, rappelons-le, aussi européennes. C'était Déclic le tournant, un podcast de La Première, et c'était d'ailleurs le dernier numéro de cette première saison du tournant, avec à la réalisation sonore cette semaine Jonathan Remy. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. L'aventure du tournant va d'ailleurs se poursuivre à la rentrée, et d'ici là, n'hésitez pas à profiter de l'été pour découvrir ou redécouvrir la petite quarantaine d'épisodes que nous avons déjà réalisés. Tout cela est disponible bien évidemment sur Ovio, ainsi que pour les 10 derniers numéros sur vos plateformes de téléchargement. Bel été, belle écoute et à bientôt.